Mesdames et messieurs, Arthur. Bonjour. Merci Arthur d'avoir accepté l'invitation. Je me retrouve dans cette position un peu absurde. Je suis dans ma cuisine avec Pierre Gagnère et c'est moi qui vais faire à manger. Donc c'est moi qui vais t'interviewer aujourd'hui. Avec plaisir, je suis ravi. Et je te demande pardon à l'avance. Merci de l'invitation. Arthur, on a beaucoup parlé de récit aujourd'hui. Et au début du récit, il y a une origine. Raconte-nous un peu dans ton biopic, ça s'ouvrirait comment? C'est quoi ça commence où pour toi? Alors moi, je suis né à Casablanca au Maroc. À 18 mois, mes parents ont quitté le Maroc pour venir s'installer en France. Puisque la thématique, c'est le courage, pendant de nombreuses années, j'ai pensé que mon père n'avait pas été courageux et qu'il avait fui le Maroc. J'en ai beaucoup voulu. Et finalement, avec les années, j'ai compris que le courage, c'est de quitter du jour au lendemain son pays pour fabriquer un avenir à ses enfants. Et j'ai grandi en France, dans une ville qui s'appelle Massy, où j'étais pas un garçon très courageux. Et j'étais toujours celui qu'on tapait à l'école. Mais à force de me relever, j'ai eu le respect de celui qui se remet toujours debout quand on lui casse la gueule. Et je suis devenu très vite le copain des bagarreurs. Et pourquoi le courage, ce serait pas de se relever plutôt que de rendre le coup? Peut-être. Mais moi, j'ai toujours opposé la peur au courage. C'est-à-dire que la peur, je pense que c'est un sentiment, c'est un ressenti. On peut trembler de peur. Et je pense que le courage, c'est ce qu'on devient quand on n'a plus le choix. Et ça a été mon moteur toute ma vie, dans toutes les aventures que j'ai vécues. Le courage, disons, le culot, parce que je préfère que le culot soit plus proche du courage, parce que le courage, c'est un truc, on ne naît pas avec, on devient courageux. Voilà. Donc, j'ai fait plein de choses avec beaucoup de culot, et on a apparenté ça à du courage. Mon premier job, j'ai envoyé un CV au directeur d'Europe 1 que j'avais complètement falsifié. J'avais 19 ans. J'avais un CV, franchement, Tu t'étais inventé quoi comme exploit? Je m'étais inventé une carrière radio fantastique alors que je travaillais dans une cave à Radio Massy-Palaiseau. Et j'ai été reçu par le directeur d'Europe 1 à l'époque, le directeur des programmes, et qui m'a gentiment mis une cassette. Alors les plus jeunes ne savent pas de quoi on parle. Et sur cette cassette, après une minute, il m'a dit « Monsieur, vous n'êtes pas fait pour ce métier ». Et 3 ans plus tard, il m'a engagé avec le plus grand contrat de l'histoire de la radio, encore à ce jour. Mais je crois qu'à cette époque, il ne m'a pas reconnu. Mais je lui en ai jamais voulu parce que finalement, c'est grâce à lui que je suis revenu encore plus fort. Il m'a donné la rage, la niaque, l'envie de réussir. Et moi, j'ai toujours été culotté dans ma carrière. Et j'apparente ça à l'intuition, à l'envie d'avancer. Quand j'ai monté ma première entreprise, c'était pour produire mon émission de radio. Et c'était une radio qui s'appelle Fun Radio. Et j'y connaissais rien. Moi, j'ai fait aucune étude. Je n'avais aucune notion à l'époque de l'entrepreneuriat. Et j'ai eu une idée complètement farfelue. J'ai dit au directeur de la radio, vous ne me payez pas, je paye tous les employés, la standardiste, le réalisateur, les techniciens. Mais par contre, si j'ai un auditeur de plus, vous me donnez 1 franc. À l'époque, la radio, elle avait 120 000 auditeurs. Il s'est dit, bon allez, s'il fait 10% de plus, ça va nous coûter 12 000 francs. Et comme quoi la vie est pleine de surprises, après le premier sondage, il y avait 800 000 auditeurs. Et mon salaire était passé à 680 000 francs par mois, qu'il n'a pas pu payer. Et donc, comme à l'époque, j'étais jeune et je m'en foutais, on a fait un deal. Il m'a échangé mon salaire contre des billets de Concorde pour aller à New York tous les week-ends. Et j'ai accepté, parce que j'ai une petite copine à l'époque. Mais je crois vraiment au destin, à ces aventures. Donc, j'ai échangé ce salaire contre des billets de Concorde. Et tous les week-ends, j'allais à New York. Et j'étais tombé amoureux d'une demoiselle dont le père était le patron d'une maison de disques qui s'appelait Warner Electra Atlantic. Et il m'a dit, tu fais de la radio? Oui. Il faudrait que tu ailles voir un gars qui se lance chez nous. Et je suis allé à 6h du matin dans une cave à New York. Et ce type-là s'appelle Howard Stern. Et c'est lui qui m'a baptisé roi de la radio. Et je lui dois tout. Donc, en partant d'une folie contractuelle sur Fun Radio, j'ai rencontré le plus grand homme de la radio et des médias aux États-Unis. Et bon, après, je ne suis pas resté longtemps parce qu'il ne pouvait plus me payer. Et c'est là que je suis allé sur Europe 1 voir le monsieur qui m'avait dit que je n'étais pas fait pour la radio. Tu as fait un deal comme George Lucas qui avait baissé son salaire avec la Fox, dans une négo avec la Fox, en contrepartie de tous les droits sur les jouets et les droits dérivés. Et en sortant du meeting, les exécutifs de Fox se tapent dans le dos en disant « Quel con !» 4 milliards de revenus Voilà. plus tard. Et voilà. Bon, moi, j'ai pas eu ça, mais il n'est jamais trop tard. Pas mal quand même. Non, mais je crois que c'est important.
je sais pas si j'ai toujours du mal avec le mot courage, mais en tout cas avec cette volonté d'aller au-delà de ses intuitions. Tout à l'heure, vous aviez une chanteuse de la Star Academy. Moi, j'ai créé la Star Academy qui existe encore aujourd'hui. Et les gens ne savent pas, mais les 6 premières semaines, ça a été le plus grand flop de l'histoire de la télévision. Ça ne marchait pas du tout. Et j'ai été convoqué à l'époque par Patrick Lelay et Étienne Moujotte, les patrons de la chaîne. Et j'ai fait cette phrase, et j'étais avec mon ami Stéphane Courby, et j'ai fait cette phrase complètement folle. J'ai dit, vous savez quoi, donnez-nous encore une semaine, et si ça ne marche pas, je rembourse les écrans publicitaires. Et je me souviens qu'il m'a donné un coup de pied sous la table, je pense que j'ai encore le bleu. Et la semaine d'après, ça a été un énorme succès, et 20 ans plus tard, elle est à l'antenne sur TF1 avec le succès que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, dans ma carrière d'entrepreneur, ça a toujours été ça, essayer des trucs et aller au bout de mes intuitions. J'ai voulu faire du one-man show, j'en ai fait, c'était pas très brillant, mais j'en ai fait. J'ai voulu faire de la musique, j'ai arrêté tout de suite. Mais il faut aller au bout de ses envies, parce que finalement... On peut entendre ça, la musique d'Arthur? Non, c'est impossible. Vous avez que des virtuoses qui passent depuis tout à l'heure. Moi, je ne veux pas jouer les jeux interdits à la guitare, c'est ridicule. Non, mais qu'est-ce que je puis te dire? Je crois que aujourd'hui, je te le disais, moi j'avais beaucoup de complexes quand j'ai démarré parce que je n'ai pas fait d'études. Aujourd'hui, je dirige un groupe qui emploie 2500 personnes. Et je crois que dans nos activités d'entrepreneurs, le courage, c'est d'avoir peur. Avoir peur le matin quand on se réveille et qu'on fait un investissement en se disant peut-être que c'est pas le bon. Avoir peur du résultat d'une émission qu'on crée ou d'une boîte dans laquelle on passe beaucoup de temps. Mais cette peur, il faut la transformer. Et moi, c'est ce qui me motive, c'est mon moteur. C'est cette peur qui devient une forme de courage à la fin. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais... Pour moi, c'était très clair. Bon. Et encore une fois, dans un pays qui est un pays d'ingénieurs où on se spécialise, toi, tu es vraiment une incarnation de la French Touch parce que tu es ce personnage multifacette. On a évoqué beaucoup ici, l'homme qui est face au public, l'entrepreneur, le producteur, l'investisseur, etc. Comment tu trouves ton fil rouge aussi personnel dans tout ça D'abord, moi, je suis un grand privilégié puisque depuis maintenant 20 ans, je ne fais que les choses que j'ai envie de faire. C'est très important, c'est au-delà d'un luxe. C'est-à-dire que la chance m'a souri. En 2006, comme tu le sais, j'ai vendu ma première boîte et j'ai mis à l'abri ma famille sur plusieurs générations. Donc aujourd'hui, mon seul moteur, c'est le plaisir et apprendre. Et on en parlait aujourd'hui, une de mes activités principales, c'est le private equity. Pourquoi? Parce que je considère qu'une journée où je n'ai pas appris quelque chose, c'est une journée qui n'est pas réussie. Et donc on en parlait, dans le café, dans la biotech, dans la fintech, dans la cyberintelligence, parce que j'y connais rien. Et chaque jour, quand je fais une réunion avec mes équipes, j'apprends quelque chose. Donc c'est ça mon moteur, c'est apprendre et m'amuser. Ce qui est un luxe terrible, parce que moi j'ai le privilège de pouvoir dire non. Et ça, c'est quelque chose que je vous souhaite à tous. Et on y arrive quand on veut et quand on y croit. Apprendre et s'amuser, c'est un peu le mot d'ordre de cet événement. Donc c'est une parfaite conclusion. Merci Arthur. Merci beaucoup. Merci à vous.